19h, Yarana, merci de nous rejoindre. Voici les titres que nous allons développer. Bientôt la fin du conflit à l'hôpital d'Outuroa. Oui, les syndicats obtiennent en partie gain de cause. 11 postes vont être créés, mais le gouvernement n'a pas encore signé. Les détails en direct depuis Rayatea avec le docteur Philippe Dubois. Déjà polluée, la rivière de la Punar, où une nouvelle fois victime de l'inaction. En 2019, la Chambre territoriale des comptes avait déjà pointé du doigt la vétusté du réseau de canalisation de la SEM Veitama. Les explications dans un instant. Un guichet au service des étudiants. Il existe désormais en Polynésie. Avec lui, les démarches sont simplifiées. Et enfin, son ambition est d'intégrer le circuit professionnel et de décrocher un titre mondial. Vahine Fierro est déjà sur la bonne voie et elle décrochera peut-être le trophée des sports. 5 jours après le début du mouvement social, un accord est en passe d'être signé entre les syndicalistes et le ministère de la Santé. Les personnels devraient retrouver leur poste dès demain. Les grévistes qui se sont mobilisés ce matin encore. Le reportage à Rayatea de Hitimanaki. Nos conditions de travail, vos conditions de soins. C'est l'un des messages affichés ce matin par les grévistes. Depuis 5 jours, des affiches et des banderoles font office de fresques à l'entrée de l'hôpital. Mais malgré ça, le service à la personne ne s'est pas arrêté. Voilà, tous les soins, on a pu voir, faire une radio et puis, bon, on n'a pas pu voir le médecin parce qu'il était en urgence, en intervention. Mais ouais, ça s'est bien passé. Une réunion encore ce matin pour essayer de trouver des solutions aux différents problèmes, des problèmes qui durent depuis plusieurs années selon le personnel qui dénonce le manque d'effectifs et le non-paiement d'heures supplémentaires. Les équipes qui sont à bout de souffle, qui ont besoin de réponses rapides, qui ont besoin d'effectifs, qui ont besoin de soutien. Et notamment, ça s'est vu et ça s'est aggravé à la période du Covid. Les soignants ont toujours répondu présent et on est sur un essoufflement du professionnel de santé ici à l'hôpital de Outuroa. Pour représenter le gouvernement autour de la table des négociations, la sénatrice Lana Tetouanoui, et après 5 jours de grève et 48 heures de négociations, un protocole d'accord serait en passe d'être trouvé. 8 créations de postes devraient être budgétisées dès demain en commission budgétaire à l'Assemblée de Polynésie. Le ministre des Finances a répondu favorablement à une partie des revendications en termes de recrutement de personnel, surtout des cadres, et que les représentants du personnel ont accepté aujourd'hui. Le protocole d'accord est en cours de rédaction. Tous espèrent plus de moyens au service de la population. Renforcement des moyens humains, paiement des heures supplémentaires, c'est ce que demandaient entre autres les représentants du personnel. Les détails avec le secrétaire général des personnels de santé des îles sous le vent en direct depuis Rayatea, Philippe Dubois. Yarana, merci de prendre du temps avec nous ce matin. Tout donnait l'impression que des accords étaient trouvés. À cette heure, qu'est-ce qui empêche la signature du protocole d'accord ? Un petit détail, simplement. Bonsoir tout d'abord. Effectivement, nous sommes en voie de signature de ce protocole. Il y a juste un tout petit détail à régler. En ce moment, nous sommes en contact avec le ministère pour arranger ce petit détail et faire en sorte que ce protocole soit signé. Et donc, ce point d'achoppement, cela concerne ? On a juste aujourd'hui un besoin de certitude sur les postes qu'on appelle des postes de BO, qui sont des besoins occasionnels, à définir exactement. Vous avez donc obtenu la création immédiate de 11 postes sur 38 demandés. Est-ce que pour vous, c'est une victoire en demi-teinte ? Effectivement, la création de ces 11 postes vont permettre à certains services de sortir de l'ornière dans laquelle ils étaient. C'est déjà une très bonne chose. Et ensuite, effectivement, pour les autres postes, nous sommes... Allez-y, oui. Pour les autres postes, donc. Oui. Pour les autres postes, nous allons nous rencontrer avec les tutelles et...
cibler exactement ceux qui sont indispensables. Pour nous, ils le sont tous. Pour les tutelles, pas tout à fait. Donc nous allons nous mettre autour de la table et discuter avec eux. Et donc aujourd'hui, vous êtes prêts à patienter pour que les autres postes soient comblés dans 6 mois, donc? Effectivement, pour l'instant, ces postes pourront être créés si nous tombons d'accord avec l'enquête. Mais justement, pour nous permettre d'attendre, nous avons défini des besoins occasionnels. Et c'est là ce soir où nous souhaiterions bien cibler ces besoins avec le ministère. Merci beaucoup Philippe Dubois pour toutes ces explications que vous nous avez apportées en direct depuis l'hôpital d'Outuroua, une affaire que nous allons suivre de près. Merci beaucoup. Et demain, une nouvelle mobilisation des fonctionnaires est prévue. Vous le savez, les villes de Pire et de Faa ont déjà annoncé la fermeture des établissements du premier degré ce jeudi. C'est une fuite qui pourrait en fait cacher un réseau catastrophique des eaux usées à Punaouia. Une installation déclarée vétuste depuis plusieurs années pour laquelle aucun travaux n'a encore été entrepris. Depuis lundi, les eaux usées se déversent dans la rivière de la Punarou, mais ce n'est pas le seul problème. Les explications de Lucille Guichet et Patrick Sing Sing. Depuis 3 jours, dès que les pompes se mettent en route, les eaux usées tombent directement dans la rivière Punarou. La canalisation est percée. Des eaux usées en provenance de la zone industrielle en amont. Depuis hier, la commune de Punaouia a interdit la baignade et la pêche dans la rivière et la baie de Punarou. La zone était déjà impropre. C'est plus une rivière, c'est un caniveau là. Là, tu vois que c'est l'argent qui parle. Tant qu'ils font de l'argent au fond, ça va rester comme ça ici. C'est nous qui venons ramasser les PU ici alors, sur la plage. Et pourtant, cette casse n'est pas une surprise. En 2019, la Chambre territoriale des comptes pointe notamment la vétusté du réseau géré par la SEM Veitama. À sa conception par un bureau d'études et à la réalisation du réseau, il y a eu un défaut dans la conception. Et ce défaut a fait une dégradation prématurée de la canalisation, ce qui fait que régulièrement, depuis à peu près 2-3 ans, on est obligé de faire des réparations au coup par coup pour à chaque fois que nous détectons une fuite. Cette canalisation n'est pas la seule. En 2016, l'émissaire au large de Tapuna est corrodé. Par 60 mètres de fond, les effluents fuient. Aujourd'hui, les trous seraient bagués, mais 7 ans après, les travaux n'ont pas commencé. Pointés du doigt, le bureau d'études Speed et l'entreprise Boyer. Tous deux ont été condamnés en 2016 pour des malfaçons sur l'émissaire de Hapiti à Moréa. Mais pour Punaouia, le pays n'avait pas poursuivi les sociétés en justice. Au sein de la SEM Veitama, le pays est majoritaire et le ministre de l'Environnement siège au conseil d'administration. La ligne budgétaire a été inscrite au budget 2020, mais en raison de la Covid, on n'a pas pu donner suite. 2021, les crédits étaient à nouveau inscrits au budget du pays. Et là, les derniers chiffrages estimés par la SEM sont de 1,4 milliard, donc un surcoût quand même assez important. Jointe par téléphone, la SEM Veitama assure que la canalisation de la Punarou sera réparée demain. L'interdiction de baignade et de pêche est maintenue jusqu'à nouvel ordre. Et l'océan et le soleil qui pourraient venir en aide aux habitants des archipels. Les deux sources d'énergie réunies peuvent fournir de l'eau désalinisée. Une société française part faire la tournée des atolls pour proposer ce système écologique qui fonctionne déjà dans une 60aine de pays. Bora Bora l'a mise en service en 2018. Stéphane Ratino et Patita Savia. Ils ont posé la carte sur la table, comme l'on dessine le périple d'une mission. 1 an à naviguer dans le Pacifique et une parole à porter. Celle d'un système qui permet de transformer l'eau salée en eau potable grâce à l'énergie solaire. Implantée dans une 60aine de pays, cette innovation brevetée par une entreprise de France offre une incroyable adaptabilité aux conditions de vie des atolls. Comment ça s'intègre dans les environnements, dans les écosystèmes, que ce soit sur l'aspect un peu prise d'eau, pré-traitement, ou même dans l'aspect formation, dans l'aspect logistique, dans l'aspect design aussi peut-être des machines. Donc c'est vraiment comprendre les besoins, dimensionner les bons systèmes de distribution aussi, et pour avoir un service durable d'accès à l'eau. Faire connaître cette technologie aussi bien aux collectivités qu'aux particuliers. Ici, dans cette pension de famille, on y réfléchit. La dimension de l'investissement dépend des besoins. Une entrée de gamme pour 1200 litres d'eau par jour tourne autour des 4 millions. Dans les atolls sans poche d'eau, c'est une solution.
des panneaux solaires, des grands tubes dans lesquels on va dessaler l'eau de mer. Et ça permet en fait d'alimenter des exploitations agricoles. Ça permet également d'alimenter les hôtels. Donc on peut en fait, ce qui est assez merveilleux avec ce système-là, c'est que tu vas produire un peu la qualité d'eau, le type d'eau que tu veux. Ces jeunes navigateurs croient à ce projet. Il s'inscrit dans ce moment contemporain de la réflexion écologique traduite dans la vie quotidienne. Avec une maintenance réduite et l'apport du soleil, ils espèrent convaincre nombre de clients. Je trouve qu'on est vraiment dans le bon niveau timing, on est bien quoi. C'est vraiment maintenant quoi. Il y a la problématique de l'eau et il y a la problématique de l'énergie et cette technologie-là, elle rassemble un peu les deux, donc ouais, c'est quand même dans l'air du temps je pense. Et le voilier arrivera demain à Tikao pour sa première étape de sa belle et longue odyssée. Il aura fallu 5 ans. 5 ans pour que le guichet unique des étudiants voie le jour. Il promet un accueil sur mesure et un accompagnement optimal pour tous ceux qui souhaitent poursuivre leurs études supérieures. On voit cela avec Ismaël Tahiata et Nicolas Suir. Des prospectus comme dans les agences de voyage, une invitation pour ceux et celles qui se destinent à des études supérieures. L'une des préoccupations de l'étudiant, c'est le logement. Moi, la première fois que j'ai fait ma demande de logement, ça a été très difficile. C'était pendant la période Covid. Du coup, j'ai dû faire des papiers de gauche à droite, que ce soit les transports terrestres, maritimes et aériens. Le guichet unique, c'est un gain de temps et d'argent. Par exemple, si ton loyer il est à 20 000 et tu es tranche A, tu payes 10 000 parce que c'est l'aide au logement qui paiera l'autre. C'est comme. Manatea est satisfait, il sait où loger après le bac. Lui est originaire de Tikehau. S'il a son bac, ce sera l'université de Otumoro à coup sûr. On m'a répondu que ce qui était mieux de faire, c'est d'aller directement sur le site de l'UPF parce que tu peux faire une inscription en ligne qui dure à peu près 58 minutes et c'est beaucoup plus facile. Et moins cher surtout, aussi. Heiva, c'est en quelque sorte le chef d'agence. Tout passe par lui. Logement, transport, demande de bourse. Tout est géré ici. On a eu des formations dans chaque service, pour la DG2E, au vice-rectorat ou au commissariat, pour justement répondre à chaque question que l'on nous pose pour les renseignements sur les bourses, les logements, pour les études. Près de 700 demandes pour 500 chambres disponibles, c'est une moyenne pour la commission de logement. C'est un grand stress pour eux et ce guichet unique, peut-être que ça les permettrait de réduire ce stress avec cet accompagnement supplémentaire qu'ils auront de la part du pays. La construction d'un nouveau bâtiment est prévue cette année. Il comprendra 30 chambres situées à l'intérieur même de l'université de Polynésie française. Et toujours concernant les étudiants, le projet numérique Erasmus pourrait vous intéresser. On en parle demain dans votre émission L'Invité Café avec le proviseur du lycée Diadème, Pascal Charlery. Elle réclame l'égalité des droits, la lutte contre les discriminations et veut célébrer la liberté de vivre et d'aimer. La communauté LGBT célèbre pour cela la Tahiti Pride Week, la première de l'histoire en Polynésie. Le baptême du feu pour l'association Cousins-Cousines qui en est à l'initiative. L'association propose plusieurs activités jusqu'à dimanche à Papeete. L'événement permet aussi de rendre hommage aux victimes du sida. Elles sont 97 et 145 personnes sont aujourd'hui porteuses de la maladie. Les détails avec Henri Briand au micro de Patrick Sing Sing. L'ossature est 4 films à Hollywood 2. Et derrière nous, on a les petits feuilles de sida, où les morts du sida ont été inscrits. On a eu 95 depuis les années 80 en Polynésie. Donc c'est un devoir de mémoire pour les gens décédés. Le fait, par exemple, des Mahou et des RS est accepté dans la société polynésienne depuis longtemps. Maintenant, il y a des familles qui acceptent et d'autres qui n'acceptent pas. Alors, ceux qui sont rejetés par leur famille, cette histoire de gestion de l'amour, parents-enfants, ils viennent parfois nous solliciter pour voir un peu ce qu'on peut faire pour les aider à manger ou à avoir une chambre d'hôtel. Et quand ils arrivent à s'insérer, on les laisse faire leur vie, quoi.
L'actualité dans le Pacifique. Maintenant, en Nouvelle-Zélande, le gouvernement a déclaré l'état d'urgence. Le pays a été frappé par le violent cyclone Gabriel. Il a privé d'électricité 225 000 personnes et entraîné des inondations et des glissements de terrain. Des vents violents et d'abondantes précipitations se sont abattus dans la nuit sur l'île du Nord, où vivent plus des 3/4 des 5 millions d'habitants de l'archipel. 4 morts sont à déplorer. En un peu plus de 2 semaines, la Nouvelle-Zélande a subi 2 désastres d'une ampleur inédite. Devant le Parlement, le ministre néo-zélandais James Shaw a refusé d'attendre pour évoquer le dérèglement climatique et dire sa colère face à l'inaction. Le haut-commissaire poursuit ses visites protocolaires. Eric Spitz était à Tupuai, une escale bienvenue pour les élus qui n'ont pas hésité à renouveler leur demande de partenariat avec l'État pour soutenir leurs projets de développement. Le premier magistrat et le représentant de la commune et le représentant de l'État répondent à Roheyar Ihariva. C'est une visite du dernier archipel que je n'avais pas encore eu le temps de visiter depuis mon arrivée. L'intérêt, bien évidemment, c'est de nouer un contact direct avec les élus qui m'ont fait part de leurs préoccupations. Dans le domaine de l'érosion des plages, il n'y a quasiment plus beaucoup de plages à Tupuai, dans le domaine de l'assainissement, dans le domaine des déchets, et l'activité aussi du service militaire adapté, de la gendarmerie. Donc les échanges ont été très riches ce matin. Tupuai va marquer une petite pause dans ses investissements en 2023 parce que la ville a beaucoup dû investir pour le Festival des Australes qui s'est déroulé ici en 2022. Mais ces projets seront inclus dans notre contrat de développement territorial 2024-2027. C'était aussi une des raisons de ma présence ici. Comme chaque commune, il y a des projets, il y a énormément de projets. Et nous venons d'évoquer un peu pour les rénovations, la participation de l'État sur les rénovations d'une portion de route bitumée, de l'aéroport au collège, d'utiliser les fonds 3IF qui devaient mettre au pays. Donc ça, il y a d'autres projets qu'on a évoqués. D'un archipel à l'autre, à Hau, au Tuamotu, après la remise des clés qui s'est déroulée le 4 février dernier, les locataires des logements OPH emménagent petit à petit et prennent leur marque dans ce qui sera leur futur quartier. Situé à près d'1 kilomètre du village d'Otepa, ce lotissement est une réalisation de l'Office polynésien de l'habitat qui contient 20 lots destinés à la location-vente, certains patientés depuis 30 ans. C'est le cas d'Alberto Vero, il répond à Mathieu Allo. Ah ouais, super. Parce que ça fait quand même 30 ans qu'on attend cette maison-là. Hein. Puis après, c'est vraiment le projet de Maurice Foster. Et là, je pense que c'est abouti. Et puis, il y a eu des temps qui ont suivi après. Et aujourd'hui, on a les maisons au PH. Quoi. Là, tu peux accéder à la propriété au bout d'un certain temps. Voilà, au bout de 5 ans, je pense que ça sera à toi la maison et plus le terrain. Quoi. Et là, t'es vachement bien... Ah ouais, là, j'ai les super cadres, là, tout ce qu'il me faut, petit café, le sunset, la mer, et voilà. Aller à la pêche. À la pêche, il y a le Léoumé qui m'attend. Et j'ai hâte. Au chapitre sportif, elle a vécu une année 2022 intense. Elle, c'est Wahine Fierro. Son meilleur résultat, elle l'a obtenu sur une vague qu'elle connaît bien, Te Ahupu'o. Son ambition, représenter la Polynésie aux épreuves de surf des Jeux Olympiques. Son portrait avec Maruki Djuri. C'est la petite princesse de Te Ahupu'o, venue tout droit de Huahine pour côtoyer les surfeurs du monde. Wahine Fierro est actuellement la meilleure surfeuse tahitienne. Parmi le top 5 des surfeuses françaises depuis maintenant 3 ans, elle bataille dans les Challenger Series pour espérer se qualifier sur le WCT. Désormais, elle doit franchir un cap. À travers mes compétitions, à chaque fois que j'arrivais un peu plus loin dans la compétition, je commençais à être un peu éparpillée, à être moins concentrée. Et donc, je pense que c'est sur la concentration à travers toute la compétition qu'il faut vraiment que je travaille parce que mon surf, il est là, mais comme toutes les autres filles d'ailleurs, mais c'est celle qui reste concentrée jusqu'au bout qui gagne. Donc, mon focus sera sur ça cette année. La championne du monde junior 2018 de la WSL s'est démarquée cette année lors de la Outer Known Haiti Pro à Te Ahupu'o, sur un spot qu'elle essaye régulièrement de dompter en période de houle.
Vahiné a réussi à se hisser jusqu'en demi-finale de la compétition. C'était une performance mémorable. J'ai pu battre Carissa Amor, la première mondiale, et Johanne Defay qui était la deuxième. Donc j'étais vraiment fière de ce résultat et d'être parmi les meilleurs. Il fallait juste que je sois dans un bon rythme, que j'attrape les bonnes vagues, utiliser ma priorité au bon moment. Et puis Carissa a fait beaucoup d'erreurs aussi. Elle a perdu sa priorité à plusieurs moments et puis ça lui a coûté la série et j'ai pu avoir de bonnes vagues. Donc c'était ma petite revanche. Désormais focalisé à 200% sur sa saison, Vahiné garde en tête ses objectifs. Les Challenger Series pour le WCT, l'équipe de France et pourquoi pas les Jeux Olympiques à domicile. Ça passe par la case entraînement. Il y a beaucoup de vent déjà, il est tôt ce matin et il y a du vent. Mais c'est vraiment un bon entraînement pour ce qu'on a dans les compétitions à l'étranger. Il est désormais temps pour Vahiné Fierro de prendre son envol. Année après année, elle tire les enseignements de ses revers et revient plus forte pour décrocher sa place parmi l'élite. Et pour terminer, cap sur les Raromat Ay, le tournoi des collèges se poursuit à Bora Bora. Il réunit 200 élèves, 200 jeunes gens qui cohabitent et qu'il faut surveiller. Cela demande évidemment une organisation millimétrée. Le reportage de Hiti Manaki. Il est 5 h du matin, il faut déjà se lever, le temps de se préparer. Une grande journée sportive les attend, même si la fatigue est présente, mais le moral est là pour affronter les adversaires. Mais très bien, il y a le fair play entre tout le monde. Moi, pendant le petit déjeuner, en fait, je prends des vitamines pour ne pas être trop fatiguée. Pour d'autres, ce matin, c'est la douche froide. Des sacs à dos ont disparu dans la nuit, avec à l'intérieur de grosses sommes d'argent de poche. Les collégiens de Maupiti en ont fait les frais. Vers minuit et demi, il y a une élève qui est venue me réveiller, qui m'a fait venir qu'il manquait son sac à dos. Du coup, je suis sorti du dortoir, j'ai regardé un peu autour s'il n'y avait pas des affaires qui traînaient, s'ils n'avaient pas oublié dehors. Et au final, dès que j'ai allumé mon téléphone, la lumière de mon téléphone, j'ai vu 6 jeunes courir vers le skatepark. Et en tout, il manque 6 sacs à dos, 3 paires de chaussures. La somme d'argent qu'ils ont volé, ça approche approximativement 50 000 francs. Heureusement que le petit déjeuner est copieux, ce qui leur apporte un peu de baume au cœur. Au menu, des firifiri, des œufs durs ou encore du jambon. Il faut faire le plein d'énergie avant le coup d'envoi des compétitions de la journée. Alors, le petit déjeuner, c'est important le matin? Ah oui, sinon, quand tu allais jouer, c'est pas bon, tu vas t'évanouir, tu vas tomber sur le terrain. Merci Bora pour faire ce café le matin. Merci Karim. Malgré la fatigue pour certains et les mauvaises surprises pour d'autres, ces Aïto des Raromat Ay ont un seul but, ramener le trophée à la maison. C'est la fin de ce journal. L'information principale retenue pour ce mercredi soir. Un protocole d'accord est en passe d'être signé à l'hôpital d'Outuroa. Un seul point d'achoppement est pour leur négociation. L'intersyndicale a obtenu la création immédiate de 11 postes sur 38. Pour le reste, des discussions auront lieu dans les prochains jours. À la une de votre quotidien Tahiti Info demain, de l'économie avec ce titre, le renfort arrive pour les Raromat Ay. Soirée documentaire spéciale Marquise ce soir sur la première avec d'abord le magazine Bleu Océan qui vous emmène à Tahuata pour parler sculpture. Et à 19h40, c'est inédit, le film Motuhaka, le combat des îles Marquises sera diffusé sur votre antenne. Le film qui a remporté le Grand Prix du public au 20e FIFO. Voilà, merci d'avoir suivi ce journal. Belle soirée à vous et à demain. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.